Ce mercredi 18 janvier 2017 s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République. Nous en parlerons en tout début de journal. Après les mutineries d'hier à Yamoussoukro, les activités de la capitale politique ont connu un ralentissement allant jusqu'à la fermeture de services et de commerce. Mais dans l'après-midi, le calme est revenu dans toute la ville et les activités ont repris. Nous nous rendrons à Mans où tout va bien également. Alors que le président élu Adama Barrow doit être investi demain jeudi, Yahya Jammeh, le président sortant de la Gambie, vient d'obtenir du Parlement la prolongation de son mandat pour 90 jours. Il a proclamé hier l'état d'urgence face à l'ingérence étrangère. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Ce mercredi 18 janvier 2017 s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais d'ici là, je vous propose la déclaration du gouvernement lue par le porte-parole Bruno Nabagné-Koné. La déclaration porte sur la situation sécuritaire et sociale. On écoute le ministre Bruno Koné. Communiqué du gouvernement sur la situation sécuritaire et sociale. Les 5, 6 et 7 janvier 2017, des soldats ont manifesté dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Le président de la République a immédiatement dépêché le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense à Bouaké, pour écouter les soldats et comprendre les motifs de leur mécontentement. Ces soldats revendiquaient d'une part le paiement de primes et d'autre part l'amélioration de leurs conditions de vie. Il est à noter que ces soldats, issus des ex-forces armées des Forces Nouvelles, FAFN, avaient été désignés pour participer à des opérations de sécurisation du processus de sortie de crise de 2007 à 2011. Les dispositions de l'accord politique de Ouagadougou prévoyaient à l'époque leur prise en charge par le budget de l'État. Durant toute cette période, ces soldats n'ont perçu ni prime ni salaire, contrairement aux autres soldats. Concernant leurs conditions de vie et de travail, les soldats ont exprimé des préoccupations de toutes les forces armées sur la qualité de l'alimentation dans les casernes, l'équipement, le logement, ainsi que le délai d'avancement d'un grade à l'autre. La question des primes dues, n'ayant pas fait l'objet d'une gestion diligente de la part de la hiérarchie militaire, le président de la République a autorisé que celles-ci soient payées selon les modalités arrêtées à l'occasion des discussions entre les soldats et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Cependant, le président de la République et le gouvernement tiennent à rappeler qu'ils désapprouvent ce mode de revendication qui va à l'encontre des missions des forces de défense et de sécurité, mission de protection des populations et du territoire national. Dans ce cadre, les soldats ont l'obligation de faire preuve de discipline et de rassurer l'ensemble des citoyens par leur comportement. Par ailleurs, des dispositions ont commencé à être prises pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des militaires, des gendarmes et des policiers, conformément à la loi de programmation militaire et à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure votée le 11 janvier 2016 par l'Assemblée nationale. Le président de la République et le gouvernement déplorent les événements du mardi 17 janvier 2017 qui ont occasionné 4 décès et plusieurs blessés. Et ils expriment leur compassion à toutes les victimes ainsi qu'à leurs familles. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Le président de la République a instruit le grand commandement de l'armée, de la gendarmerie et de la police, ainsi que le ministre chargé de la Défense d'initier des rencontres avec toutes les composantes de nos forces de défense et de sécurité afin de recenser toutes leurs préoccupations. Le chef de l'État demande donc à l'ensemble des militaires
des gendarmes, des policiers, des douaniers, des agents des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires pour qu'ils contribuent au retour du calme. Le président de la République les assure de sa ferme volonté d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de construire des forces républicaines au service de la nation. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires, le Conseil des ministres, à l'écoute des partenaires sociaux et soucieux de leurs préoccupations, a examiné un certain nombre de mesures qui feront l'objet de propositions lors d'une rencontre le jeudi 19 janvier 2017 à 10 h entre les ministres en charge de cette question et l'intersyndicale des fonctionnaires. Le président de la République et le gouvernement tiennent à rassurer les populations que tout est mis en œuvre afin de trouver des solutions dans les meilleurs délais sur les questions sécuritaires et sociales et que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire. Fête à Abidjan, le mercredi 18 janvier 2017, le gouvernement. C'était donc la déclaration du gouvernement lue par le porte-parole Bruno Nabagné-Koné. Une semaine après celle des soldats, de nouvelles mutineries ont éclaté hier mardi dans quelques villes du pays, notamment à Bouaké et Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Des discussions ont eu lieu en début d'après-midi à Zambakro, à une quinzaine de kilomètres de Yamoussoukro, entre le gouverneur du district autonome et les soldats. À la fin des discussions qui ont duré 2 heures, Augustin Thiam a fait une déclaration. Alors, écoutez, permettez que nous réservions la primeur de ce que nous avons dit à nos supérieurs hiérarchiques. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais dès que nous avons su ce qui se passait, Monsieur le Préfet et moi-même, avec la caution de notre hiérarchie, nous sommes venus pour les écouter ce qu'ils ont à revendiquer, essayer d'obtenir d'eux qu'ils arrêtent la pression. Et maintenant, nous allons retourner faire un compte rendu à ceux qui nous ont envoyés. Et peut-être après seulement, nous pourrons parler à la presse. S'il plaît à Dieu, je pense que vous allez pouvoir reprendre vos activités normalement. Tout s'est vraiment très bien passé. Ils ont bien parlé, nous les avons bien écoutés. Nous allons transmettre ce qu'ils ont demandé et nous prendrons les instructions que nous aurons reçues pour venir les leur porter. Mais tout ça, c'est dans un esprit de calme, de paix et de concorde. Tout s'est très très bien passé. Et ces manifestations de militaires avaient provoqué dans la capitale politique un ralentissement des activités allant jusqu'à la fermeture de services et de commerces. Mais dans l'après-midi, le calme est revenu dans toute la ville et les activités ont repris. Une réunion des grands commandements a même lieu en ce moment dans la ville. Isiaka Ouattara y prend aussi part. Il s'agit d'une réunion de sensibilisation des différents corps. Ce mercredi 18 janvier, la ville de Mans a également retrouvé son train-train quotidien après l'arrêt des activités observées hier en raison de tirs nourris entendus dans la ville en début d'après-midi. Très tôt ce matin, les différents commerces et magasins ont ouvert leurs portes. Les rues et les principales artères de la ville sont très animées comme vous allez le voir dans nos prochaines éditions et les populations, elles, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ici, à Abidjan, par contre, la situation était relativement calme dans la journée d'hier. L'une de nos équipes de reportage a sillonné la ville, se rendant aussi à la base navale de Lokodro et les camps militaires d'Akwedo. Il nous fait le point. Une circulation intense pour un jour ordinaire. Axe Cocody, Riviera-Bingerville. Au carrefour Faya, nous marquons un arrêt pour échanger avec les riverains qui nous confirment qu'aucun tir d'armes automatiques n'a été entendu dans ce quartier depuis ce matin. Depuis le matin, c'est la rumeur, on attend, on dit ça tire à Yamoussoukro, ça tire un peu à Bouaké. Mais ici, c'est calme, tout le monde est calme. D'accord. Il n'y a pas de tir. Non, ce matin, non, pas de tir ici. Nous mettons ensuite le cap sur Lokodro qui abrite la base navale. Sur la toile, certaines rumeurs avaient annoncé que des tirs avaient été entendus dans ce quartier. En tout cas, à ce que je sache, j'ai rien entendu. Apparemment, tout est calme dans le secteur. Si des tirs ont été entendus à Yamoussoukro, à Abidjan, il n'en est rien. Il est 18h56,
quand nous quittons Lokodro pour la station de télévision de Cocody. La nuit tombe tout doucement sur Abidjan. Les Ivoiriens rentrent chez eux avec la crainte d'affronter les gros embouteillages des heures de pointe. C'est un reportage signé Herman Guivet. Des tirs ont été entendus dans la zone portuaire ce matin, perturbant l'activité dans la zone. Toutefois, nos reporters signalent que le calme est revenu. À Bouaké, les populations ont subi les effets négatifs des rumeurs. C'est en tout cas ce que nous disent nos reporters Hassan Khan et Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Information, couvre-feu à Bouaké à partir de 19h. S'il vous plaît, ne sortez pas, population de Bouaké. Ce genre de message, les populations de la capitale Lobeke en ont subi les effets. Panique au sein des populations. Au cours des récentes manifestations des soldats mutins, des rumeurs qui ont contribué à créer la psychose. À force de donner des rumeurs sur la population, envoyer des messages dans le portable des gens, ça fait peur des gens. La population a peur, a fait plus qu'il y a beaucoup qui ne sortent pas et que nos activités ne bougent pas. Les gens ont peur, les gens ont tendance de ne pas sortir. Donc ça paralyse la ville. Un comportement à bannir dans les habitudes pour le maintien d'un climat de paix et pour la bonne marche des activités économiques et sociales. Les rumeurs, là, ils n'ont qu'à arrêter ça pour que le pays puisse avancer dans la paix et tout le monde va vivre dans la paix. Le spécialiste en sociologie donne un sens à ce phénomène. Selon lui, les rumeurs s'installent en situation de doute. Quelles que soient les situations, il faut prendre le temps d'analyser l'information que tu as et de faire un recoupage. Parce qu'il y a des informations qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que la rumeur s'installe quand il y a doute. La rumeur s'installe quand il n'y a pas d'esprit critique de jugement. Donc, du coup, moi, je pense qu'on doit utiliser de plus en plus notre esprit critique, notre sens élevé pour pouvoir dissiper ces doutes-là. Pour le spécialiste, il faut des stratégies communicationnelles de l'État pour faire face à ce genre de situation d'inquiétude. Voilà une semaine déjà que la Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Dans cette nouvelle équipe de 28 membres, Amadou Koné est le ministre des Transports. Il a occupé officiellement hier le fauteuil lors de la passation de charges entre le ministre sortant, Gaoussou Touré, et lui. Puis il s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, au port autonome d'Abidjan et à Lozère, l'Office de sécurité routière. Amadou Koné est allé s'assurer des mesures de sûreté et de sécurité en place sur ces sites stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Lanciné Bakayoko, Mahama Traoré. Un seul but a motivé cette visite du nouveau ministre des Transports sur les plateformes aéroportuaires, portuaires et routières. Je tiens à ce que les populations circulent dans la tranquillité, dans la sécurité. Je tiens à ce que tous ceux qui voyagent ou les marchandises qui viennent en Côte d'Ivoire, que tous ces mouvements-là se fassent de façon sûre. Donc je voulais vraiment m'assurer que tout se passe bien. Au port d'Abidjan, le ministre Amadou Koné a pu découvrir des installations sécuritaires innovantes, lesquelles sont porteuses d'avenir en matière de sûreté. Au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny opère 25 compagnies. Des efforts sont faits pour maintenir la compétitivité, mais il urge de doter la piste d'atterrissage de balisage et surtout d'élargir le parking destiné à l'accueil des gros avions. Dernier lieu visité, Lozère, l'Office de sécurité routière. Ici, une évidence est apparue aux yeux du ministre des Transports, à savoir l'amélioration du dispositif de contrôle et de surveillance sur les routes. Au final, Amadou Koné se dit disposé à la modernisation de toutes ces plateformes. La première chose, c'est vraiment de travailler pour que toutes les conditions soient créées pour que le secteur des transports contribue fortement à l'accroissement du PIB. Si le port et l'aéroport d'Abidjan épargnent en général des vies humaines, loin d'être le cas pour les routes où l'on enregistre plus de 6 000 accidents par an, causant la mort de 600 personnes. Le poisson est beaucoup consommé en Côte d'Ivoire. Avec l'appui de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire veut être membre du PRAO, le programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest. Elle est pour l'heure au stade de la formulation de son programme. Les précisions de Justine Seydjike. La Côte d'Ivoire candidate au programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest PRAO. Depuis un moment,
nous avons fait une requête auprès de la Banque mondiale pour faire partie donc, du PRAO, de ce programme-là. Et la Banque mondiale a effectué 2 missions sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tout finaliser pour mettre en place le budget par rapport donc, à PRAO Côte d'Ivoire et également nous nourrir de la différence des autres. Pour y être reçu, la Côte d'Ivoire doit formuler son propre programme de pêche, ce à quoi s'attellent des experts en la matière sous la houlette de la Banque mondiale. L'enjeu de la pêche illicite est un enjeu qui ne peut pas être traité dans une optique nationale et c'est pour cette raison bien précise que le projet donc, régional des pêches et de l'aquaculture offre une opportunité à la Côte d'Ivoire de s'intégrer au niveau d'une approche commune. Le programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO régional, comprend 9 pays. La Côte d'Ivoire est le 10e à y adhérer et c'est un programme qui améliore la gestion des secteurs de la pêche et de l'aquaculture. On a noté quand même une amélioration très nette, en tout cas de la gouvernance des pêches, à tous les niveaux. Au niveau de la pêche illégale, les pays sont dotés en tout cas de cadres juridiques leur permettant de lutter contre la pêche, à acquérir des investissements, du matériel et également de mettre en place un environnement propice en tout cas à l'investissement privé. La Côte d'Ivoire a donc fort à gagner en étant membre du PRAO régional. 3 banques opérant en Côte d'Ivoire volent au secours de la CIR. Elles décident de mettre 200 milliards de francs CFA à la disposition de la société ivoirienne de raffinage. Ce montant devrait permettre à la société d'État de s'approvisionner plus facilement en pétrole brut pour ainsi satisfaire les besoins de ses clients. Surtout qu'elle connaît depuis quelques années des difficultés de trésorerie suite au dérèglement du marché pétrolier. La signature de conventions entre les responsables des dites banques et ceux de la CIR a eu lieu lundi dernier. La première tranche de cet appui financier, qui est de 110 milliards de francs CFA, est déjà disponible. Après l'État ivoirien, autour du secteur privé, dévolé au secours de la CIR, Société ivoirienne de raffinage. Un secours à hauteur de 400 millions de dollars, soit plus de 200 milliards de francs CFA. Une somme réunie par 3 banques commerciales opérant en Côte d'Ivoire. Grâce à cette somme, la CIR va connaître un regain d'activité. Mieux, elle va amorcer sa sortie de la zone rouge. Cette facilité va nous permettre de sécuriser les fournisseurs et de rétablir la fourniture, l'approvisionnement régulier de la CIR en pétrole brut. Les marchés sont très porteurs, très demandeurs. Le marché Côte d'Ivoire est en forte croissance. Les marchés de l'Interland, Burkina, Mali sont également en forte croissance, en très forte croissance. Et nous sommes heureux, grâce à cette facilité, de pouvoir faire fonctionner la raffinerie à son optimum et de répondre aux besoins donc, de ces marchés croissants. 220 millions de dollars, soit plus de 110 milliards de francs CFA, représentant la première tranche de cet appui financier, sont déjà disponibles. Pour le complément des 200 milliards de francs CFA, le système bancaire ne devrait pas avoir du mal à se mobiliser. Je donne l'assurance que le tour de table est bouclé. Les autres banques qui sont signalées ont déjà les accords de principe, même des accords fermes, si je peux le dire. Et c'est une question juste de signer dans les semaines qui viennent. Après quelques années de difficultés financières, la CIR reprend espoir, un espoir qui a pris forme depuis octobre 2016 suite à la décision de l'État d'octroyer à la CIR un soutien financier dimensionné aux besoins de l'entreprise et non reconductible. C'est un reportage signé Jean-Jacques Kwame Alla. Direction le Lodjibois, où le ministère de l'Industrie et des Mines vient de mettre en place un comité de développement local pour la mine de manganèse de Lozois. Sa mission, répondre aux préoccupations des 8 localités concernées par l'exploitation. Les habitants des villages à proximité de la société minière, eux, grognent de plus en plus. Francis Boifo, depuis Guitry. Dougodou. Nous sommes dans le département de Guitry, région du Lodjibois, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Environ 7000 personnes vivent dans ce village qui manque un peu de tout. Pourtant,
Il est situé à 7 km de la compagnie minière du littoral de Lozoua. Cette entreprise produit 250 000 tonnes de manganèse par an. Elle a été installée il y a 4 ans. Et depuis, aucun plan de développement local en faveur des populations. Nous avons des problèmes ici. On n'a aucune infrastructure ici. Même si nos femmes tombent malades aujourd'hui, on est obligé de les transporter à plus de 40 et quelques kilomètres par les Grand là-haut. Le village n'est pas électrifié, ni l'eau, ni rien. C'est la poussière seulement que nous recevons ici. 8 villages sont impactés par l'exploitation de la mine de manganèse de Lozoua. Sur instruction du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, et conformément au code minier, un comité de développement local minier vient d'être installé. Ce comité est chargé d'élaborer un plan de développement qui prend en compte les infrastructures, les équipements et les services sociaux de base, la promotion de l'emploi, le développement de l'économie locale et du capital humain. J'exhorte les responsables de la compagnie minière du littoral à entretenir avec les populations d'excellents rapports de bon voisinage et de confiance et à réaliser leurs activités dans le respect des normes environnementales avec des retombées économiques et sociales pour les populations rurales. Le code minier prévoit que le plan de développement élaboré par le comité soit financé à 0,5% du chiffre d'affaires de la société d'exploitation minière. Le ministère et la société ont attaché de grands prix sur ce point. Désormais, ce sera régularisé. Emmener les compagnies minières à développer les localités concernées par l'exploitation des mines. C'est une exigence du président de la République Alassane Ouattara. Les cadres du village de Djidji, toujours dans la région du Lodjibois, ont décidé d'œuvrer pour le développement de leur localité et ils sont à pied d'œuvre. Ils viennent de procéder à la pose de la première pierre d'un collège de proximité de 16 classes. L'objectif étant de créer et d'améliorer les conditions de travail des apprenants. Godefroy Okambawa, Mamadou Kwasi. Situé dans le département de Lakota, Djidji est une localité qui a pris du retard sur son développement selon ses fils et filles. Aujourd'hui, ce sont les cadres de la diaspora de ce village qui ont décidé d'œuvrer des actions de développement pour le bien-être des populations. Acte majeur, la pose de la première pierre de construction d'un collège de proximité afin d'améliorer les conditions de travail des apprenants. Je suis très heureuse parce que du jour au demain, mes enfants auront la chance de fréquenter à côté de moi. Ils n'auront plus problème de la nourriture, de tuteur et je n'aurai plus problème de louer maison. 16 salles de classe, le tout équipé en talban, seront donc livrées en septembre 2017 selon les donateurs. Plusieurs infrastructures de base telles que l'électrification rurale, l'adduction d'eau potable, un centre de santé de proximité verront le jour dans les mois à venir. Dans la sous-préfecture de Zagueta, dans la Maraoué, l'écoulement des productions agricoles et l'évacuation des malades posent problème. La raison, les pistes villageoises sont dans un état de dégradation avancé. Heureusement, elles connaissent depuis quelque temps des travaux de reprofilage initiés par un cadre de la région pour un coût global de près de 60 millions de francs CFA. Un reportage de nos confrères de RTI Boaké. La route précède le développement. Cet adage n'est plus utilisé dans le langage des populations de la tribu To, dans la sous-préfecture de Zagueta, région de la Maraoué. Les routes qui desservent les différents villages n'ont connu aucun reprofilage depuis près de 17 ans. Conséquence, problème d'écoulement des productions agricoles et d'évacuation des malades. Pourtant, cette partie du pays est réputée pour sa production du binôme café-cacao, des produits vivriers tels que le riz et la banane. Ça nous crée des problèmes pour ramasser nos bananes, pour ramasser nos cacao, pour voyager, même ces problèmes. Nous sommes dans les difficultés énormes. Nous essayons tant bien que mal de prendre nos malades sur des motos. Cette situation est en passe de trouver une solution pour le grand bonheur de ces populations rurales. Depuis le début du mois de décembre 2016, les pistes villageoises de cette zone agricole connaissent des travaux de reprofilage lourds. On remercie Trazier, le maire. Vraiment, il a pensé à nous. Ce projet prendra en compte une quarantaine de kilomètres de pistes pour un montant de plus de 60 millions de francs CFA. Les parents sont enclavés. Ils n'arrivent même pas à faire couler leurs produits. Et ça fait même que le prix chute
Je suis leur enfant et je vois que mes parents souffrent. Si je peux les aider, il faut que je m'implique à les aider. Le mauvais état des routes dans la sous-préfecture des Aguieta favorise les activités des acheteurs véreux qui n'appliquent pas le prix borchant du cacao et du café fixé par le gouvernement pour la campagne en cours. L'actualité hors de nos frontières. À présent, un kamikaze a tué au moins 40 ex-rebelles et membres de groupes armés pro-gouvernementaux à Gao en se faisant exploser ce mercredi 18 janvier dans leur site de regroupement dans cette ville du nord du Mali. L'explosion est survenue à 8h40 temps universel ce mercredi à Gao, la principale ville du nord du Mali. Alors que le président élu Adama Barrow doit être investi demain jeudi, Yahya Jammeh, le président sortant de la Gambie, vient d'obtenir du Parlement la prolongation de son mandat pour 90 jours. De plus en plus isolé et soumis à des pressions internationales croissantes, il a proclamé hier l'état d'urgence face à l'ingérence étrangère. Michel Digré. De plus en plus isolé et sous pression internationale croissante, le président gambien sortant Yahya Jammeh a 3 mois de répit. Le Parlement gambien vient de proroger son mandat pour une durée de 90 jours. Pendant ce temps, le bras de fer entre Yahya Jammeh et la communauté internationale se poursuit. Ses homologues de la sous-région l'invitent à passer le témoin à Adama Barrow. Le Nigeria a affirmé de son côté accélérer les préparatifs militaires aériens pour le déloger. Jammeh a dénoncé à la télévision nationale un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral et les affaires gambiennes. Il a par ailleurs déclaré ce mardi l'état d'urgence pour 90 jours. À la demande de la CEDEAO, le Sénégal accueille depuis dimanche le président élu Adama Barrow en attendant son investiture censée se tenir ce 19 janvier. Les Gambiens retiennent leur souffle. Vous allez le voir en image, le froid s'installe en France jusqu'au palais de l'Élysée où se tient ce matin une réunion ministérielle consacrée aux mesures de prévention, renforcement des maraudes, augmentation des places en centre d'hébergement dans le cadre du plan Grand Froid. C'est en tout cas ce qu'a rappelé Bernard Cazeneuve mardi soir en visitant les équipes du SAMU social de Paris, des équipes qui sont débordées. L'équipe du Ghana, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, a débuté la CAN 2017 par une victoire 1-0 face à l'Ouganda ce 17 janvier à Port-Gentil. Un penalty d'André Ayou a suffi au bonheur des Black Stars dans le groupe D. Temps fort avec Sébastien Wagner. Le Ghana, finaliste malheureux de la CAN 2015, veut faire mieux en 2017. C'est pourquoi, face à l'Ouganda, les joueurs se sont montrés très offensifs. Première véritable action décisive. Et une scène dans sa surface retient Samoa Gyan. Le pénalty est inévitable. André Ayou se fait plaisir. 1-0 pour le Ghana. Bien inscrit en première mi-temps. La deuxième période a été très animée par les deux équipes. Les joueurs ougandais ont montré beaucoup de qualités techniques, mais ils ne parviendront pas à obtenir l'égalisation. Le Ghana s'en sort bien avec une victoire dans le groupe D. Les matchs que vous pourrez suivre ce soir sur RTI 1 sont Gabon, Burkina Faso à 16h à Libreville et Cameroun, Guinée-Bissau à 19h, toujours à Libreville. Avant de terminer ce journal, sachez que le ministre d'État Ahmed Bakayoko appelle les populations à garder leur sérénité. Il assure que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions à toutes les revendications. Je vous propose d'écouter le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sur la question sur le problème de défiance, je pense que ce n'est pas de ce point de vue-là qu'il faut aborder la question. Le gouvernement a traité cette question qui est très délicate, avec beaucoup de responsabilités, dans le sens de la paix, du retour au calme et dans le sens de la quiétude des populations. Il ne faut pas toujours, quand il y a ces problèmes, voir une forme de défiance, etc. C'est des questions qui sont très graves, très délicates
et qui perturbe la quiétude de nos populations. Devant cette situation, le gouvernement doit être responsable. Donc, il n'y a pas de défiance. La preuve, c'est bien avec le ministre en charge de la Défense qu'ils ont discuté. Et c'est lui qui a apporté des solutions après avoir donc fait un compte-rendu au président de la République. En direction des populations, nous travaillons toutes les heures pour que le calme revienne définitivement. C'est des vrais problèmes que nous avons avec un corps qui est très sensible, qui sont donc les forces de sécurité et de défense. Donc il faut aborder, comme le ministre de la Défense l'a dit, ces questions-là avec beaucoup de prudence, beaucoup d'attention, c'est ce que nous faisons. Donc ce n'est pas un manque d'autorité, mais vous savez bien qu'il y a quelques jours, tout le monde était paniqué, mais tout le monde était bien heureux que le calme revienne. C'est vrai que ce calme est perturbé aujourd'hui par un processus de contamination des autres corps. Ce que je voudrais dire à tous ces corps-là, c'est de retourner au travail et d'être dans le calme. Le gouvernement trouve des solutions à toutes les questions qui sont posées par les canaux qui sont bien définis. Donc le ministre l'a dit, les hauts commandements vont discuter. Donc la hiérarchie sera en contact avec tous ces corps, que ce soit les douaniers, les gendarmes, les policiers, les eaux et forêts, tout le monde est concerné. Et du point de vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail, tout le monde est concerné. Ce n'est pas un groupe qui est concerné, tout le monde est concerné et le gouvernement, dans les discussions, trouvera des réponses pour améliorer les conditions de vie. Mais rien ne peut se faire dans le chaos. Il faut que le calme revienne et que sereinement, nous puissions travailler par les canaux habituels avec la hiérarchie pour apporter des réponses. Je demande aux Ivoiriens de garder leur sang-froid. Ils peuvent nous faire confiance au gouvernement et au président de la République. La Côte d'Ivoire, notre pays, vit les conséquences de la guerre et la crise post-électorale parce qu'il y a des conséquences à moyen et long terme. Tout cela va être traité. Même les questions des enfants en conflit avec la loi, tout ça, c'est notre héritage. Mais nous devons faire face. Les problèmes sont réels, il y a eu des vraies incompréhensions, et le dialogue est entamé, et nous demandons que le calme revienne, que les Ivoiriens nous fassent confiance. C'est notre responsabilité, et je crois que dans quelques semaines, on dira que c'était une mauvaise passe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre antenne.